salut Geoffrey, bienvenue. Salut Alix, Content de te retrouver. Alors, bienvenue pour ce deuxième épisode de Discutons écologie. On va continuer sur la thématique du carbone, si j'ai bien compris. Ouais. Puis on va voir les différents impacts qu'on peut avoir aussi bien à notre échelle qu'à l'échelle de la cité, de la commune, ou l'échelle plus générale de l'agriculture dans sa globalité. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Du coup, la dernière fois, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était le carbone. On a un petit peu approché le domaine du carbone dans le sol, on aime bien parler. Du coup, je voulais continuer à en parler parce que je pense que c'est un levier qui est énorme, qui sera essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la captation du CO2. Et disons que c'est un levier qui est existant, qu'on commence à bien connaître maintenant, et qui n'est pas aussi compliqué que les leviers technologiques. D'accord. Donc on va faire un gros focus aujourd'hui là-dessus. Je voulais aussi parler un petit peu des différents échelons. Il y a trois échelons à ce niveau. Il y a l'échelon quand même agricole, l'échelon des mairies, avec les parcs communaux, etc. Et puis l'échelon personnel. On a énormément de jardins personnels. En moyenne, on a 500 mètres carrés de terrain en France. Donc c'est une moyenne qui cache des grosses disparités, hein. Certains ont zéro. Quand tu parles de ça, est-ce que tu parles aussi des privés qui ont des forêts, des domaines, des choses comme ça? Non, là on parle vraiment pas de ça. Là on parle vraiment de la personne qui a du terrain chez lui, accolé à sa maison. Ouais. Voilà, sur lequel il peut avoir des forêts, mais de manière générale, c'est quand même beaucoup de la pelouse. D'accord. Aujourd'hui, il faut voir un petit peu les lotissements avec la pelouse à ras, etc. Donc on va un petit peu aborder ce sujet-là pour voir que c'est quand même un levier qui peut être important. Je voulais mettre l'accent là-dessus parce qu'on pense toujours qu'il faut des solutions très grandes, à très gros échelons, échelons internationaux, échelons internationaux. Ouais, c'est pas moi, c'est le politique, quoi. Voilà, il y a ça. Et c'est vrai, on peut rien faire sans le politique, sans les grosses entreprises, mais ils peuvent rien faire sans nous non plus. Donc en fait, c'est important de voir qu'on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même combat. Et que les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Exactement. Et que ça peut avoir des gros impacts. Donc je vais rappeler rapidement ce qu'on a dit la dernière fois, hein, sur le carbone. Ouais. Donc le carbone, ça compose toute la vie sur Terre. Chaque être vivant est composé de carbone. On est fait de carbone, les plantes sont faites de carbone, etc. Il y a beaucoup de carbone qui est stocké dans le sol, une grande majorité. Je ne parle pas des sous-sols, il y en a beaucoup qui est stocké dans les sous-sols, ce qu'on est en train d'extraire avec le pétrole, le gaz, etc. Mais il y a aussi beaucoup de carbone qui est capté dans les sols. La dernière fois, on a vu quand même brièvement comment les écosystèmes naturels captent le carbone ou stockent le carbone. On a vu qu'une forêt tropicale, ça stocke et ça capte un peu de carbone, mais pas tant que ça au niveau des sols. En tout cas, ça se détruit très vite. Ouais, tu m'avais dit, si je me souviens bien, que dans les forêts tropicales, la majorité du carbone contenu est sur la partie aérienne, donc sur la partie des arbres, sur la partie ligneuse. Elle est dans le vivant, Ok. parce que tout va tellement très vite que le carbone est tout de suite recyclé. Vu que les températures sont assez constantes dans l'année, tout est recyclé à toute vitesse. Contrairement aux zones froides, comme la nôtre, ou tempérées, où vu qu'il y a l'hiver, les cycles du carbone sont beaucoup plus lents, et c'est beaucoup plus simple de stocker du carbone. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand même, faut bien y penser, hein, parce que il faut voir qu'on a beaucoup de solutions aujourd'hui pour reforester loin, beaucoup de zones tropicales. C'est une solution. C'est à mon sens pas la meilleure, mais c'est une solution. Et puis ça pose le problème que qui on est, c'est bien sûr les Occidentaux qui vont dire aux pays du Sud. On a des exemples, hein, de projets qui font de la reforestation, même dans la blockchain, hein, qui, à mon sens, veulent faire du greenwashing en allant reboiser des parcelles de forêt à l'autre bout du monde. Mais bon, là-dessus, je vais te laisser peut-être nous dire ce que tu en penses. Mais si j'ai bien compris, en fait, si c'est pour faire du néocolonialisme et de mettre tout ce qu'on rachète en carbone dans le billet d'avion pour aller contrôler la forêt, c'est pas le but. Et en plus de ça, il y a d'autres incidences. Tu m'en as parlé tout à l'heure rapidement. Déjà, faut imaginer ce que c'est. C'est comme si là, on disait, si moi, je suis agriculteur, je cultive 1 hectare pour simplifier, et puis j'ai quelqu'un de très riche qui me dit, oh, faut qu'on capte du carbone, maintenant tu vas arrêter ton métier, et puis on va planter une forêt à cet endroit-là à ta place. Et puis je te file 5000 balles. Bon, ok, je prends mes 5000 balles, peut-être que je suis content, j'ai un peu d'argent, mais à long terme, ça ne résout aucun problème. Parce que déjà, j'arrête de produire de la nourriture là où je suis.
Ensuite, la forêt, il faut voir comment elle va être utilisée. Et puis, une fois qu'elle a poussé, elle arrête d'en capter aussi. Elle atteint un seuil. Et puis, ces pays-là, ils ont besoin d'agriculture, ils ont besoin de se nourrir aussi. Ouais, donc en gros, il va pas mettre son champ ici, il va le mettre 300 mètres plus loin, il va recouper un morceau de Voilà. forêt pour. Il y a ce risque-là. Et puis aussi, on va dire de manière déontologique, c'est nous qui polluons le plus, et puis c'est aux pays pauvres de capter le carbone. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, on veut économiser la place ici, que nos forêts sont bien gérées, et qu'on veut surtout pas toucher à notre agriculture. Voilà. C'est certainement normal. Mais moi, ce que j'aimerais montrer ici, c'est qu'il existe d'autres solutions. Alors bien sûr, il faut reforester, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand on est en train de bousiller l'Amazonie comme on le fait, bien sûr qu'il va falloir qu'on récupère des terres et qu'on reforeste à ce temps. Petite chose amusante, j'étais le week-end dernier à une foire bio à Besançon Ouais. et je suis tombé sur un stand du CCFD Terre Solidaire. Ouais. Donc, c'est une association. euh, et ils menaient une action sur le fait qu'il y avait des panneaux partout, non à la reforestation, attention, attention à la décarbonation, etc. Et sur le coup, ça m'a vraiment choqué parce que les gens commencent à peine à faire la démarche mentale de se dire qu'il y a quelque chose à faire et que le fait de reforester ou d'aller fixer du carbone, c'est une solution ou un début de solution, mais qui prennent un tel parti pris à dire attention, c'est une fausse bonne solution. Ça m'a vraiment choqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah, disons après, comme tout, il y a des bonnes solutions, et quand on les met en avant comme la seule solution, ça devient une mauvaise solution. Voilà, il y a beaucoup de mauvaises solutions, mais c'est une des solutions. Après, comme on le met aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui en gros, les compagnies aériennes font beaucoup ça. Elles achètent des terres là-bas pour faire repousser des forêts, puis elles disent, bah voilà, on peut continuer à avoir des avions euh, qui dégagent du CO2. Nous, on a compensé. Ok, mais on a compensé comment et où, et c'est pas le nerf de la guerre en fait. C'est pas totalement le nerf de la guerre. Et en tout cas, ces pays-là, ils ont déjà beaucoup à faire pour essayer d'atteindre la neutralité carbone, ce qui va être beaucoup plus dur pour eux que pour nous, parce qu'ils sont en phase de développement. Donc, nous, on est quand même plutôt en phase de stagnation. Et que encore une fois, on fait peser sur le tiers-monde Le poids de nos ces erreurs, quoi. solutions-là. Et puis l'autre chose aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'il faudrait replanter des arbres en Amazonie? Il suffit de laisser une friche en fait. Il suffit de 40 à 50 ans pour retrouver une diversité végétale énorme. Est-ce qu'on a 40 ans devant nous? C'est ça la problématique aussi. On a 40 ans devant nous, dans le sens où, de toute façon, les dés sont jetés. On n'a pas d'autre solution, en fait. C'est pas qu'on a 40 ans devant nous, on n'a pas 40 ans devant nous. Mais on y est. De toute façon, le réchauffement climatique, dans 20 ans, il est déjà écrit. On pourra arrêter maintenant qu'il y aurait quand même du réchauffement pendant encore 20, 40, 50 ans. Je vous renvoie d'ailleurs vers un excellent article qui est sorti sur le blog de TerraBioDAO qui parle de l'entropie de la hausse des températures. C'est-à-dire que si demain on était totalement neutre en carbone, et ben c'est pas ça qui fait que la température baisserait du jour au lendemain ou s'arrêterait de monter du jour au lendemain. Il y a un effet d'entropie qui fait que le carbone déjà émis continue à avoir une action significative sur le climat, continue à avoir un effet de serre et donc va continuer à faire monter les températures pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et disons qu'on peut avoir un impact, mais l'impact est vraiment sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rende dans le crâne, à mon sens, parce que on a tendance à se dire, on claque des doigts, ça y est, je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Non, l'exemple est peut-être mal choisi, mais j'ai replanté un arbre au fond de mon jardin, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, en fait, il faut prendre des actions, et c'est seulement nos enfants et nos petits-enfants qui mesureront les effets de ces actions. Alors, nous aussi, quand même. Ouais. Parce que disons que le retour à l'état initial, il est désormais quasiment impossible à l'échelle de la société, à l'échelle du siècle, etc. Par contre, c'est une différence d'atteindre les 1,5 ou les 2 degrés ou les 4 degrés. Il y a une énorme différence. Pour donner un exemple, 5 degrés de moins en Europe, c'est des glaciers de plusieurs kilomètres carrés. Franche-Comté, on avait certainement 2 kilomètres de glace. Au-dessus de nos têtes, là. Du sol jusqu'au-dessus de nos têtes. Ça, c'est seulement 4 à 5 degrés de différence. Donc c'était vers le moins. Donc il faut imaginer comme 4 à 5 degrés en plus, c'est pas au lieu de 30, il fait 34. C'est pas du tout ça. Est-ce que tu saurais nous dire à combien de hausse de température par rapport à il y a 20 ou 30 ans on est aujourd'hui?
Parce que j'ai entendu parler, et c'est d'actualité, hein, c'était en Inde et au Pakistan en ce moment, ils ont des canicules de folie, Ouais. où il y a même déjà des morts, beaucoup de morts, parce que, ben, on en avait parlé, il me semble, la dernière fois, l'hygrométrie est tellement haute dans ces pays que le corps, le moyen d'évacuer la chaleur, c'est la transpiration, et ben là, il y a tellement d'humidité dans l'air du fait de la chaleur que bah, le corps ne peut plus transpirer, et c'est des gens qui suffoquent et qui meurent de chaleur. On s'en rend pas compte, mais Bah ouais, disons que l'homme est un animal qui tient très bien le sec, le chaud sec, désert, un petit peu de savane, il faut imaginer l'Afrique un petit peu. Donc on régule très bien notre température en transpirant. Simplement, si l'hygrométrie est très élevée, la transpiration ne sert à rien. Parce que tout est à température assez chaude. Donc dans ces pays-là, c'est une catastrophe. Et alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on atteindra peut-être 50 à 100 jours où la température est mortelle dans ces pays-là, par an. Par an. Je crois que c'est 2050 ou 2100. Alors, avec des pincettes, les chiffres que je suis en train de vous donner, c'est des ordres de grandeur là, un petit peu. Je ne suis pas sûr des chiffres, il faudrait qu'on les retrouve. Mais c'est des zones qui deviennent potentiellement inhabitables pour un humain. C'est quelque chose de physique, quoi. Il fait trop chaud pour que le corps humain régule sa température et on meurt littéralement de chaud. donc là, on parle de toutes les terres qui sont situées sous les tropiques, à peu de choses près, quoi. On prend une Euh, bande, on prend l'équateur, bah, le tropique du Capricorne, le tropique du Cancer. Notamment beaucoup l'Inde. L'Inde, on en parle énormément parce que c'est quand même l'une des zones les plus peuplées au monde. Ouais. Voilà. Après, il faut voir que chaque région réagit différemment. Par exemple, en France, on est déjà à plus 1,4 degrés, je crois, alors que dans le monde, on est à 1,2. Voilà, il y a des grosses différences entre les régions, pour tout un tas de raisons. Il y a aussi des régions qui s'adapteront peut-être mieux au réchauffement climatique. La Méditerranée, par exemple, on va le ressentir très fortement, mais la biodiversité est adaptée au chaud. Donc peut-être qu'elle s'en sortira mieux. Je vous dis peut-être. Euh, je remets beaucoup de peut-être encore là-dedans parce que on ne sait pas où on va en fait. On ne sait pas exactement où on va. Plus 1,5, plus 2, on sait à peu près ce qui va se passer. Au-delà, au-delà c'est quand même l'inconnu, quoi. C'est pas toi qui nous disais qu'à 2 degrés, il n'y avait plus de coraux? Et bah, par exemple, ouais, les coraux, c'est un exemple. Les coraux, à partir d'une certaine température dans l'eau, ils blanchissent, donc ils meurent. Ils peuvent se remettre d'un blanchissement, voilà, si après ils ont du temps pour récupérer. De manière générale, si c'est trop courant, ils disparaissent. À plus de degrés, effectivement, on estime que 99,9% des coraux ont disparu, quoi. Ce qui est quand même pas, au-delà de la beauté des coraux, c'est quand même, je crois que c'est 40% des espèces de la mer qui se reproduisent dans les coraux. Et alors là, j'ai pas le pourcentage de la population mondiale qui se nourrit des espèces de la mer, de poissons, mais pour beaucoup, c'est la seul apport de protéines quand même. Ouais, dans beaucoup, beaucoup de pays, oui, Ouais. ils mangent quasiment pas de viande et énormément de poissons, quoi. Donc Ok. c'est voilà, disons que là, nous on est là pour limiter la casse. La casse, elle est faite. Voilà, elle est faite. De toute façon, on n'arrêtera pas les émissions de CO2 du jour au lendemain, on n'en prend pas le chemin. Par contre, il y a quand même des actions à faire, parce qu'un monde à plus 4, c'est pas un monde à plus 2. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, que ce soit à notre échelle? On va commencer par quel aspect? Parce que moi, je peux faire à mon niveau ou par ce que va faire le paysan du coin? Bah là, on va commencer par le paysan du coin à l'échelle agricole. Je vais vous parler d'une initiative qu'on appelle 4 pour 1000. Euh, c'est une initiative, enfin comment dire, c'est un raisonnement assez simpliste, mais qui est tout à fait réel, hein. C'est que si on augmente de 4% par an le carbone stocké dans le sol, on annule toutes les émissions mondiales de CO2 de l'année. Ouais, 4% par an, mais tu me disais qu'à partir de 8%, le sol était. Non, ça c'est le taux de matière organique. Là, c'est 4% de carbone en plus chaque année. Et le taux de D'accord. matière organique, c'est un moyen De d'augmenter le fixer carbone le dans le carbone. sol. Voilà. Ok. Donc je vais. Alors un petit rappel, hein. Une prairie, enfin, comment est-ce qu'on peut augmenter de 4%? Voilà. Déjà, aujourd'hui, il faut voir que l'agriculture, elle ne stocke pas du carbone, elle en rejette. À chaque fois que si par exemple, moi j'arrive avec mon tracteur et que je laboure une prairie, j'ai 1 tonne de carbone par hectare en moins dans le sol chaque année, donc qui est dégagé dans le ciel. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on laboure quasiment chaque année. Donc il faut imaginer que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de stock de carbone dans le sol, hop, chaque hectare, on dégage 1 tonne de carbone par hectare. Donc on a une agriculture qui est très émettrice de CO2.
bien plus que par la combustion du pétrole pour faire tourner la machinerie, etc. Ah ouais, Voilà, ouais. ok. C'est vraiment. C'est... Non, mais c'est contre-intuitif, quoi. On se dit que justement aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les matières carbonées, le charbon, le pétrole qu'on va consommer pour produire de l'énergie, mais derrière, il y a d'autres moyens plus simples peut-être, et sans entamer nos moyens de production énergétique. Ouais, bah, disons qu'effectivement, il y a des moyens plus simples. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, vraiment, le stockage du carbone, parce qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées, et c'est beaucoup de calculs un peu savants que je ne saurais pas du tout faire, hein. Moi, je répète ce que j'ai lu. Et il y a beaucoup de fausses bonnes idées et d'ordre de grandeur à avoir de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu donnais l'exemple de couper l'eau. Oui, il faut le faire, c'est débile de laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents. Mais c'est clairement pas ça qui va régler notre histoire de CO2 en trop. Voilà. Donc pour revenir sur l'échelon agricole, cette initiative 4 pour 1000, elle part de la France, mais elle est quand même mondiale, hein, allez voir. C'est vraiment... en fait, c'est pour dire qu'on serait capable, grâce à l'agriculture, en attendant qu'on soit neutre en carbone, d'absorber la majorité chaque année de nos émissions de carbone. D'accord. Voilà. On est capable, on a les moyens, il faut juste changer les modèles, il faut développer certaines pratiques agricoles, faire de la recherche là-dessus, mais on a tout à fait les moyens techniquement de mettre en place ça. En tout cas, dans les pays développés. Ok. Mais alors, je l'annonce à la communauté, hein, tu es une société, tu es maraîcher, hein, Ouais. comme tu nous l'avais dit. Et bah, on a fait un partenariat avec Terra BioDAO. Et tu nous as demandé, parce qu'apparemment, moi je pensais que réengraisser en quelque sorte le sol en matière carbonée, c'était simple. Tu allais choper un petit peu de détritus à gauche, à droite, de détritus organiques, on s'entend bien. Tu les mettais sur ton champ, tu attendais que ça pourrisse, que ça se composte, et hop, c'était fait. Merci, terminé, bonsoir. Mais non, tu nous as appris que c'était pas si évident que ça pour les agriculteurs de trouver des matières végétales, des matières organiques à remettre dans le sol. Donc, pour la communauté, je vous explique un petit peu, on a passé un partenariat avec Geoffrey et Terra BioDAO, et donc bah, on a financé, bon, tu as fait un chèque de 500 €, je crois que c'était ça, ouais, pour que tu puisses aller acquérir des matières carbonées pour réensemencer ton sol où tu fais ton maraîchage. Ouais. Ouais, disons que la matière, alors j'ai beaucoup de collègues qui la trouvent gratuitement, mais ça se tend un peu parce que de plus en plus utilisent ces pratiques-là. Et il faut l'amener, il faut louer le tracteur pour aller chercher cette matière, si on en trouve. Ou moi, je bosse beaucoup avec des paysagistes, quand ils font du broyage de haies, par exemple, bah, ils me demandent 20 € pour amener 2 camions. Pour payer l'essence, voilà, bon, ils ont besoin de vivre aussi. Et, et pour vous donner une idée, moi j'ai une toute petite surface, hein, pour 2000 mètres carrés. J'avais fait le calcul, il me fallait à peu près une centaine de camions. 100 camions pour 2000 mètres carrés. Ouais, si je veux faire un apport massif, capter beaucoup de CO2, il m'en faut quasiment autant Et que ça. sur quelle durée? Bah, la première année, Ah, la première année, 100 voilà. camions. Ouais, exactement, pour faire un apport massif. Et après, je pourrais baisser ce nombre-là à peut-être 25-30 camions par an pour maintenir. Ok. Parce qu'il faut voir que ces pratiques-là, c'est quand même pas sans limite. On monte le taux de matière organique et donc le stockage du carbone. À partir d'un certain niveau, le monter, ça devient très compliqué, voire impossible, et il faut le maintenir. Donc pour le maintenir, il faut en ramener, parce que le sol, naturellement, il dégage du carbone. C'est un cycle. Voilà. Donc faut pas trop accélérer le cycle, justement, il faut que le flux il change. Il faut qu'il y en ait moins dans l'air, plus dans le Plus dans le sol. sol, ouais. Et donc, c'est pour beaucoup de maraîchers, une fois quand on se lance, on n'a pas toujours trouvé les approvisionnements, on n'a pas toujours trouvé les choses gratuites, on n'a pas toujours la matière première. Et bah là, une impulsion d'une entreprise comme la vôtre, bah, ça aide vachement. Parce que déjà, nous, au début, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'argent, hein. Je ne sais pas si certains connaissent le monde du maraîchage, mais si vous gagnez 700-800 € pour 60 heures par jour, vous êtes content, vous n'êtes pas trop mauvais. Donc, lâcher 1000-2000 balles pour amener la matière organique, bah, c'est peut-être pas la priorité pour beaucoup, et on va préférer acheter des, des engrais, on va dire. Des engrais azotés, des choses. Ouais, Pas azotés, mais si, azotés, entre autres, ouais. mais issus du monde du pétrole, hein, surtout, qui vont avoir l'effet inverse, qui vont dégager un petit peu de CO2, et en tout cas qui ne vont pas en stocker. D'accord. Donc c'est... Et tu me parlais même de. Je pense qu'il y a plein de choses à faire parce que suite à des discussions avec Geoffrey, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire aussi à notre échelle. Typiquement, bah, tu me disais, mes collègues maraîchers,
déjà, ils n'ont pas ni le temps ni l'argent pour aller acheter ces matières premières, mais en plus de ça, il y a tout un aspect logistique qui est à développer. Ouais. Tu me parlais de broyeuse, parce que si on a une haie ou avec des branches, faut d'abord la réduire en petits morceaux pour que après les micro-organismes et les différents êtres vivants aillent Décomposer décomposer le rapidement, ouais. carbone. Voilà, je perdais mes mots. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas ces moyens logistiques, il n'y a pas ce soutien aux agriculteurs, et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Bah, non, mais c'est sûr, par exemple, on pourrait, nous, dans la ferme que j'ai, on a assez de haies, on pourrait tailler assez de carbone pour être autonome en broyant. D'accord. Simplement, j'ai fait le test en début d'année, on a un broyeur, mais c'est un broyeur pro, mais pas si cool que ça. Ça me coûtait plus cher en essence que si j'achetais vers mon paysagiste. Donc, par exemple, pouvoir mutualiser un vrai broyeur, ça coûte 10 ou 10 balles, hein. Un vrai bon broyeur pour pouvoir tout foutre là-dedans et puis l'envoyer après dans le champ, et bah, ça, c'est une solution, enfin, un facilitateur pour les agriculteurs. Et après, nous, on est gagnant, hein, parce que moi, je le fais pas juste pour stocker le carbone. C'est aussi parce que ça augmente la fertilité, ça améliore la structure de mon sol, ça augmente le stockage de l'eau, l'eau disponible notamment. D'accord. Donc il y a tout un tas d'avantages. Et puis il y a aussi l'avantage indirect, c'est que ça augmente énormément la biodiversité. Il faut voir que la majorité de la biodiversité, elle est dans le sol. Et c'est le mois de la biodiversité en plus, Voilà. pour le rappel. Voilà. Donc nous, biodiversité, on imagine l'Amazonie, on imagine les éléphants, etc. Non, non. La grande majeure partie de la biodiversité dans le monde, elle est dans le sol. Pas dans le sous-sol, elle est dans l'interface, dans les 30-50 premiers centimètres du sol. Voilà. C'est là que vit la grande majorité des espèces mondiales. D'accord. Donc c'est important à voir. Briques et compagnie, comme Ouais. disait l'autre, les Ouais. insectes sont nos amis. C'est un peu ça. Mais donc du coup, le 4 pour 1000, là, les 4%, je vous disais, ou si on augmente de 4% les terres agricoles, enfin, le taux de carbone, le carbone dans le sol, 4% par an, où on peut stocker l'ensemble des émissions chaque année. Ouais. Si on rapporte ça à la France, si on augmente en France de 4% par an, on absorbe seulement 13% de ce qui est produit en carbone pour la France. C'est une goutte d'eau, quoi. Non, c'est pas une goutte d'eau, 13%. 13%, c'est beaucoup, mais surtout, ça montre que dans le monde, 4%, ça suffirait. En France, 4%, ça suffirait pas du tout. C'est pour montrer à quel point déjà on pollue beaucoup plus que les autres, pour une surface beaucoup plus petite. Mais 13%, non, c'est énorme. Aujourd'hui, stocker 13% du carbone par an, on sait pas le faire. Ouais, ou alors, il faut passer au tout nucléaire, ou Non, ça c'est pour arrêter d'en émettre. Là, on parle vraiment du stockage. de restocker. Ok. Voilà. Donc, arrêter d'en émettre, les objectifs c'est 2050, la neutralité carbone, on n'y est pas encore, on ne sait pas si on y sera. Et il y a toute cette interface entre maintenant et 2050 où il faut quand même bien qu'on arrive à stocker le carbone. Et ça, le gars qui le dit, il faut des solutions de stockage de carbone, sinon on ne pourra pas atteindre les objectifs de 1,5 voire de 2 degrés. Il faudra du stockage. En sachant qu'aujourd'hui on est à 13% pour la France, si on augmente de 4% le stockage de carbone, 13% du carbone émis et stocké, Ouais. mais moins on en émettra, plus les 13% ils vont Il monter. faut augmenter. C'est Voilà, c'est mécanique. Donc les 13%, si on suit notre trajectoire, peut-être qu'ils vont monter à 40-50% d'ici 2030-2035. Il faut qu'on mette quand même un sacré coup de collier, enfin un sacré coup de frein sur les émissions de carbone actuelles. Donc ça, après, on en parlera, on fera d'autres émissions là-dessus. Là, on parle encore du stockage cette fois-ci. Et cette initiative, je me permets, Ouais. cette initiative des 4 pour 1000, elle est portée par qui? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que des ONG? C'est l'État? Qui est-ce qui porte ça? C'est des scientifiques, maintenant ils ont le soutien de l'État, D'accord. mais c'est quand même des scientifiques qui bossent pas mal là-dessus, des agriculteurs, des ingénieurs agricoles, etc. D'accord. Et c'est en train de prendre un petit peu d'ampleur quand même, parce que c'est une solution qui est simple. Enfin, qui est simple. Et qui est plus simple que d'autres. Voilà. C'est plus simple que mettre une usine qui capte le CO2. Ouais, et puis on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, on peut le faire chez nous et on a des retombées tout de suite. On peut le faire chez nous, puis encore une fois, je le répète, ça augmente la fertilité du sol, ça augmente la rétention de l'eau, ça augmente la biodiversité. Il y a que des avantages. Il faut savoir le faire, mais il n'y a que des avantages. Même si ce ne sera pas simple. Amener de la matière organique, moi je suis maraîcher, c'est une petite surface, c'est relativement simple. Va dans la Beauce quand les gars ils ont 80 hectares. Voilà, là c'est très compliqué. Et là, c'est des pratiques agricoles qui se développent, hein, mais c'est beaucoup plus lent.
Moi, je peux stocker énormément de carbone en 10 ans. Mais, mais eux, sur leur surface, c'est impossible. Et leurs pratiques agricoles sont plus compliquées, finalement, d'une certaine manière, à décarboner en tout cas. Ok. Donc ça, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que cette histoire de stockage du carbone dans les sols, on peut le faire à l'échelon agricole, parce qu'il y a des grosses surfaces agricoles, donc c'est un levier qui est fort. C'est le levier le plus fort en France. Mais il faut voir qu'on peut quand même le faire à l'échelon des communes et à son échelon personnel. Donc je voulais y venir après, donc on peut aller sur l'échelon des communes. Mettre une petite photo. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, nos ouvriers communaux. Donc grâce à eux, on va stocker du carbone à l'avenir. Donc comment on va stocker du carbone? Déjà, il faut voir que en moyenne, les 50 plus grandes villes de France, elles ont 54 hectares chacune en moyenne d'espace vert. Donc espace vert, ça veut tout rien dire parce qu'il y a des espaces verts comme sur la photo où c'est un petit peu quand même, il y a des buissons, Ouais. donc il y a un petit peu de carbone quand même. De plus en plus maintenant les taillent dans les mairies, ils le font à Besançon et ils les remettent au sol. Ça stocke du carbone, c'est une très bonne chose alors qu'avant on avait tendance à les brûler ou en tout cas à les foutre en déchetterie, à les composter, ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Donc ça stocke du carbone. Le fait de remettre des arbres partout, ça stocke du carbone. Une chose qui stocke énormément de carbone, qui coûte moins cher à la collectivité, c'est d'arrêter de tondre les pelouses à ras en permanence. À Besançon, on laisse les herbes hautes, on fait une fauche tardive, on appelle ça. D'ailleurs, la fauche tardive, c'est bon pour le carbone, mais c'est aussi bon pour la biodiversité. Voilà. Enfin, je te laisse. Nous, à Besançon, on fait pour la biodiversité. On ne Ouais. fait pas pour le carbone au départ, parce qu'en fauchant tardivement, vous avez beaucoup plus de multi-espèces, beaucoup plus d'insectes. Je crois que vous multipliez par 50 hein, le nombre d'espèces d'insectes avec une fauche tardive. Donc une fauche tardive, pour ceux qui ne savent pas, c'est on va faucher la pelouse une seule fois par an. Une ou deux fois par an, on a des cycles, on va essayer de les faucher à des moments différents d'une année sur l'autre, pour pas qu'une plante prenne le dessus par rapport aux autres parce qu'elle a pris ses habitudes, pour pas gêner tous les insectes, etc. Et surtout, on va laisser les plantes monter en graines. Il ne s'agit pas que ça s'enfriche. S'enfricher, ce serait des ligneux, des arbres, etc. monter. C'est pas ça l'idée, on veut garder des espaces verts. L'idée, c'est de laisser monter l'herbe, de la faucher, de la laisser au sol. On va lui laisser un cycle de vie complet. Quoi. Comme une prairie. C'est ce que fait une prairie. Une prairie, ça monte. On la fauche pas forcément, ou des fois on la fauche. Ça retombe au sol et ça fait son cycle. Et une prairie, je l'avais dit la dernière fois, on a en moyenne 5 à 7 points de taux de matière organique dans une prairie, alors que dans une pelouse, vous êtes à 2 points. Un point de taux de matière organique, c'est 40 à 70 tonnes de carbone capté. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Voilà. Okay. Donc il faut vraiment. C'est pour ça que pour militer soi-même, c'est important, c'est fauche tardive. Je sais qu'à Besançon, c'est assez décrié. C'est une solution qui est simple, qui coûte pas cher, et qu'il faut faire en fait. Ça coûte rien à personne. Ouais, mais ça fait dégueulasse. J'entendais les gens dans la rue. La dernière fois, ils s'en plaignaient. Ça fait pas propre quand même, ça fait négligé. Hein. Tu vas en Suisse, c'est tout propre. Ouais, alors ça c'est pas grave parce que la beauté, c'est des habitudes. C'est l'esthétique. Et souvent, c'est les personnes les plus âgées qui font ça, qui supporteront pas ça. Ça, les mentalités, elles vont changer. Moi, de mon point de vue, c'est beaucoup plus beau quand c'est haut. Puis il y a des petites fleurs, il y a des choses qu'on retrouve voilà. dans un gazon. Quoi. Cool. Et puis vous amenez votre gosse là-dedans, il va avoir plein d'insectes. Des aoutas, des tiques. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a ce problème-là, où ça peut augmenter par contre le nombre de tiques. Donc ça, c'est un problème qui est réel, même si ça a tendance à se réguler avec le temps. Mais c'est un problème qui est réel. Vous avez plus de chances de choper des tiques dans ces herbes hautes que dans l'herbe à ras. Après, qu'est-ce qui va tuer le plus de monde Le réchauffement ou les tiques. Le réchauffement ou la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est terrible. Hein. Ouais, ce que je suis en train de dire. Oui. Mais c'est quoi l'urgence, encore une fois Est-ce que si les gens font attention, on peut se regarder en rentrant et tuer le tique, on a 48 heures pour l'enlever. C'est une bonne habitude à prendre. Voilà, c'est une habitude à prendre. Toi, tu vas aux champignons, Alex, tu connais cette habitude-là. Ouais. Mais par contre, c'est un argument qu'il faut accepter parce qu'il est valable. Mais voilà, ça, c'est un gros levier quand même. Hein. C'est un gros levier. Alors, je me permets, le temps que tu relises tes notes, je me tourne un petit peu vers la communauté. Je vais voir, est-ce qu'on a déjà des premières questions qui sont tombées Alors, j'essaye de suivre sur Discord. Mais bon, non, ça a l'air d'être bon. Les gens sont sages. Clac, clac, clac. Pas de souci, pas de soirée. Bon, bah écoutez, pas de questions pour l'heure, donc on va pouvoir continuer. Bah, allez. Pour les questions, n'hésitez pas, hein, parce que moi, c'est des sujets que je connais, donc des fois, je peux aller vite. N'hésitez pas à poser des questions, même si je peux vous
paraître bête ou autre. Alors, juste petit point logistique avec l'équipe, parce qu'on a eu des absents de dernière minute qui font que on a revu un petit peu notre organisation. N'hésitez pas à mettre les questions dans le général vocal. Voilà, il est ouvert, on a les yeux dessus, on le lit, donc voilà. Et puis les modérateurs qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à nous balancer ça aussi sur le général vocal de Discord. Ouais. Ceci étant dit. C'est reparti. En sachant que, je ne l'ai pas dit au début, mais là j'ai fait un format un petit peu plus court dans la présentation, pour laisser libre cours à nos discussions, si des personnes veulent intervenir aussi, pour que ce soit fluide et que ce soit simple. Ouais, et puis on teste, on verra. Hein. On verra s'il n'y a pas de questions. La prochaine fois, on fera plus de contenu et moins de questions. Ouais. Donc là, maintenant, je vais parler de l'échelon personnel. C'est quand même un gros sujet. Je vous ai expliqué plus haut, un petit peu avant. Tiens, il faut que tu avances. Un petit peu avant l'impact du taux de matière organique. Voilà. Donc, l'image qu'on voit, c'est exactement ce qu'il faut qu'on évite. C'est pourtant la grande majorité. Donc, j'ai sorti quelques chiffres. Les pelouses des particuliers, en moyenne, vous avez un taux de matière organique, ce que je vous disais, entre 2 et 3, alors qu'une prairie, c'est entre 5 et 7. Au départ, toutes nos pelouses, c'était des prairies ou des forêts. Donc en fait, en tondant en permanence, on a réussi à baisser le stockage de carbone juste en tondant en permanence parce qu'on ne veut pas une pâquerette, on veut que ce soit un rat, on veut que ce soit un terrain de golf. Donc ça, c'est quand même quelque chose où, dans le milieu écolo, on parle souvent de la biodiversité en premier, arrêter de tondre, laisser pousser haut, machin. Mais il faut voir que ça stocke du carbone. C'est pas que pour la biodiversité, comme je l'ai dit avant. Et ça, il faut vraiment réussir à changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent. Est-ce que la technique du mulching, donc de couper et de laisser la coupe directement, ça a un impact positif aussi? Je pense que oui. Mais... C'est moins pire que de le jeter à l'écart et de le faire composter. Après, ça dépend quand est-ce que vous le coupez. En fait, ce qui est intéressant avec une fauche tardive, c'est que une herbe, elle pousse. Une prairie, au début, c'est une herbe, elle pousse. Et à la fin de son cycle, elle va devenir ligneuse. C'est-à-dire qu'elle est plus verte, c'est comme du bois, en fait, ça devient quasiment du bois. Elle se solidifie, elle se rigidifie. Voilà. Okay. Et ça, c'est du carbone, et ça, c'est dur à digérer pour les micro-organismes, pour les bactéries, etc. Vu que c'est dur à digérer, ça stocke du carbone. Okay. Voilà. Alors que si vous faites une tonte de pelouse, je sais plus, en maraîchage, je crois qu'elles sont compostées en 2 à 3 semaines. Donc autant dire que tout le carbone, en 2 à 3 semaines, il se renvole. Voilà. Donc une fauche tardive, une fois par an, ça permet de remettre du carbone fixé. Voilà. Okay. Donc les jardins français, c'est plus d'1 million d'hectares. C'est 1 million d'hectares. Ouais. C'est 4 fois la superficie totale de toutes les réserves naturelles françaises. Ah oui. Voilà. Donc quand on se dit juste ma petite pelouse, ça n'a pas d'impact, juste votre petite pelouse, pas tant que ça, encore que je vais vous expliquer que si, mais c'est un impact qui est énorme. La vôtre, plus celle de votre voisin, plus celle du voisin du voisin. Si tout le monde mettait la moitié de ses pelouses, même un quart de ses pelouses, vu que c'est 4 fois les réserves naturelles, c'est comme si on doublait les réserves naturelles en France, d'une certaine manière. Alors on a l'impression qu'une réserve naturelle, il faut que ce soit très grand. Parce qu'on imagine la biodiversité, comme on imagine les grands mammifères, en fait. Simplement, comme je l'ai dit, la biodiversité, c'est le sol, c'est les insectes, en grande majorité. Donc si vous avez juste un quart de votre terrain qui n'est pas tondu où la biodiversité, elle explose, c'est déjà quelque chose de gigantesque. On parle des oiseaux qui sont morts, on accuse beaucoup les agriculteurs pour les haies, c'est vrai. C'est de la faute des agriculteurs. Mais chacun à son niveau peut foutre des herbes dans sa pelouse et arrêter de tondre sa pelouse avant. Chacun peut le faire. Et plus il y a d'insectes, plus il y a d'oiseaux, plus le cycle se relance et plus le carbone fonctionne. Il y a un truc assez simple et bluffant. Alors je ne sais pas quel âge a notre auditoire, mais moi je me souviens quand on partait en vacances en bagnole avec les parents quand on était gamin, quand on était minot. Tu faisais 2 heures de route, même quand j'ai eu 18 ans, ma première voiture, tu faisais 2-3 heures de route, ton pare-brise il était constellé d'insectes. Aujourd'hui, tu te tapes un Paris-Marseille en voiture à 130 sur l'autoroute, le pare-brise il est nickel. C'est pratique. C'est pratique, ouais, c'est pratique. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'aime bien ces exemples qui te permettent de mettre en exergue quelque chose dont on se rend pas compte. Et c'est avec le recul, on se dit ah ouais, putain, ouais, c'est vrai. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'avait bluffé en me disant, c'est vrai que
je lave moins mon pare-brise, Ah ouais. je gagne du temps, mais à côté de ça, ça veut bien dire que quelque chose se passe. Bah ouais, ça a un impact direct qu'on voit. Voilà, et puis pour les oiseaux, le problème de la disparition des individus et des espèces, c'est qu'une fois que c'est disparu, ceux qui l'ont pas connu, ils ne le Ouais. voient Et pour eux, ça n'a jamais existé. pas. Ouais. Et surtout, vu que c'est saisonnier, on a tout l'hiver pour oublier qu'il y avait beaucoup plus d'hirondelles, ou on a 5-6 ans pour oublier, etc. Mais oui, les oiseaux, je crois que c'est 60% en 30 ans qui ont disparu. 60% en 30 ans. Ouais. Ok. C'est pour ça que moi j'ai souvent dans ma sphère des personnes qui me disent oh, bah, ça fait 40 ans qu'on prédit l'effondrement biologique, je parle, et on est toujours là. Bah oui, on est toujours là. Nous, oui. Nous, oui. Nous, oui. Mais 40 à 60% d'oiseaux en moins, c'est un effondrement. Je sais pas, imaginez, vous avez 10 potes autour de vous, vous en avez 4 à 6 qui disparaissent. Bah, j'ai écouté un live l'autre fois où il nous disait qu'on vit la 6e extinction de masse. Ouais. Il y a eu les dinosaures, il y a eu. Alors, je ne saurais pas vous les citer, c'était des paléontologues qui nous parlaient de ça, Ouais. mais ils nous disaient qu'on est actuellement en train de vivre la 6e extinction de masse. Donc, ce qu'on est en train de faire à la nature avec 2%, 2 degrés de réchauffement, ça équivaut à une bonne météorite dans la tronche. Ouais, même si l'extinction de masse, là pour le coup, c'est pas le réchauffement climatique, pas encore. C'est quoi? C'est les pesticides, les entrants qui sont mis dans C'est l'agriculture? l'activité humaine et c'est principalement la destruction des habitats. D'accord. Destruction des habitats qui relâche du carbone, pour rester sur le sujet. Mais de manière générale, les espèces aujourd'hui, c'est la destruction de leurs habitats. D'accord. Voilà. Le réchauffement climatique prend une part de plus en plus croissante là-dedans, dans la disparition des espèces, mais c'est vraiment pas la majorité aujourd'hui. C'est pour ça que biodiversité et puis carbone, c'est un peu. Voilà, c'est lié, parce que la biodiversité peut nous aider à stocker du carbone, et que surtout, on a beau sauver la température, si le monde il est vide, est-ce que c'est si intéressant que ça bon, nos enfants s'en rendront pas compte, ils n'auront pas connu le monde plein, mais voilà, c'est vraiment la destruction des habitats quand même aujourd'hui qui pose problème. Et la destruction des habitats, elle est pourquoi? Elle est pour l'agriculture principalement. Et puis dans les pays développés comme le nôtre, c'est l'étalement urbain. Voilà, donc les nouvelles zones commerciales. Les parkings pour les garer autoroutes, toutes les nouvelles voilà, voitures, etc. toutes ces choses-là. Et ça, donc il faut voir aussi quand on fait de l'étalement urbain, au moment où vous retournez le sol pour faire les fondations, tout le carbone qui est stocké dans le sol, hop, il s'envole quasiment On instantanément. a beau mettre une dalle de béton en dessous, il est parti, Il est parti avant, quand vous avez retourné, etc. Il est parti. Ouais, une fois que vous avez mis la dalle, ça stocke le carbone en dessous, mais il ne reste plus quelque chose. Quoi. Donc ça, faut vraiment le voir. Donc si on montait tous de 3 points nos pelouses, on stockerait entre 120 à 210 millions de carbone. De tonnes de carbone. 120 à 210 millions de tonnes. 200. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose qui a un impact. Attends, je vois qu'il y a une question, je la lis. Si tout à l'heure vous parliez de broyeuses et d'achats onéreux, pourquoi ne pas monter une coopérative ou un groupement d'intérêt économique? C'est justement quelque chose qu'on a en tête. Alors le but de TerraBioDAO, je vais expliquer un petit peu, parce que Garogori, bienvenue. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de te croiser sur le Discord. Donc c'est justement le but de TerraBioDAO. C'est-à-dire que dans le cadre de notre écosystème, on a, hormis l'aspect blockchain, l'aspect launchpad et l'aspect DAO qui vient piloter tout ça, on a les investissements éthiques. Et dans ces investissements éthiques, on veut vraiment se démarquer en finançant tout type d'investissement et d'innovation qui pourrait en avoir un impact positif sur l'environnement. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est justement la réflexion de Geoffrey qu'on a eue semaine dernière qui nous fait réfléchir à ce genre de choses. Alors, est-ce que ce sera une coopérative, un GIE ou autre chose, ou une association, ou même une société capitalistique? Parce que je pense qu'il y a possibilité de rendre service, même en faisant du business. L'important, c'est d'avoir un impact positif sur la planète. Mais c'est tout à fait le genre d'initiative qu'on est apte à financer avec TerraBioDAO. Donc voilà, non, ta question était très pertinente et ça va vraiment, en tout cas, c'est une idée qu'on a et on y travaille actuellement. Et disons que pour créer ces coopératives, etc., il faut les coopérateurs. Donc il faut impulser la chose. Il faut que les gens voient que ça marche, il faut que les agriculteurs voient que ça marche. Donc là, vous pouvez voir vers de terre production, des choses comme ça, où ils travaillent pour le mettre en avant
Et c'est là que quelque chose comme Terra Bio peut agir en fait pour, grâce au financement qu'ils ont, agir comme impulseur. Ouais. Voilà. Et une fois que ça marche, après il n'y a plus de souci pour que les agriculteurs ils le fassent. Typiquement, la plantation d'arbres. Il y a quelques années, il y a eu des gens qui ont commencé à planter des arbres, on leur disait c'est n'importe quoi, et puis aujourd'hui, je pense que c'est tellement généralisé qu'on en arrive à la dérive extrême inverse, quoi. C'est que on le fait trop et pas de manière raisonnée. Mais ouais, non, mais justement, on est là aussi pour amorcer la pompe. C'est tout l'intérêt de ce genre d'initiative. C'est que de toute façon, il faut que ça foisonne maintenant, qu'il y ait des initiatives de partout, qu'on se mette tous au travail et puis YOLO quoi. C'est ça, Mmh. c'est ça. Donc je disais, hein, en gros, vous, si vous voulez faire quelque chose chez vous, je sais pas, certains ont des maisons ou si il y en a qui sont plus jeunes qui veulent faire chier leurs parents avec ça, c'est simple en fait, hein, pour capter du carbone, vous arrêtez de tondre systématiquement toutes vos pelouses. Vous tondez que les parties, peut-être espace de jeu pour les enfants, ce genre de choses, et vous laissez l'air monter en graines. En fait, c'est super simple à faire. Planter des arbres sur son terrain aussi, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis, il y a aussi pour la biodiversité, hein, j'en parle, mais il y a aussi des arbres, des tas de bois, des choses comme ça. Ça commence à être connu, ce genre de choses. Mais il faut vraiment que ça se généralise et pas hésiter à le faire. Les hôtels à insectes, non, il n'y a pas trop d'intérêt. Bah, hôtel et insectes, il y a des intérêts, on va dire, pédagogiques. Après, ça pose le problème que vous mettez tous des insectes solitaires au même endroit et que vous leur créez des maladies pour lesquelles ils ne sont pas adaptés à survivre. Mais bon, ça, c'est des. Faut pas casser les gens qui font ça parce que c'est des bonnes idées au niveau pédagogique, c'est super. Mais voilà, disons que la nature, elle fait bien les choses. Si vous laissez monter l'herbe haute, si vous mettez des arbres, si vous mettez des branchages, elles vont se démerder pour trouver des abris. Faut s'inquiéter pour ça. Le plus important, c'est d'en mettre de la bouffe, en fait. Ça, c'est l'herbe qui monte. C'est leur nourriture à tous, aux oiseaux, aux insectes, etc. Donc voilà, donc il n'y a rien d'autre à faire, en fait. C'est juste faire des économies d'essence et puis arrêter de passer la tondeuse en permanence à son échelle. Et là, vous avez vraiment un impact réel, quand même, hein. Je le remartèle une nouvelle fois, et qui est simple, quoi. On peut tous faire. Donc sur tout ce que je viens de dire, là, je voulais quand même aborder un petit peu les limites. On en a parlé un petit peu pour l'agriculture, c'est pas toujours possible techniquement de ne pas labourer, c'est pas toujours possible de stocker du carbone, il y a des pratiques à développer, à créer. Pour moi, c'est pas toujours possible de ne pas labourer. Parce que tu me disais l'autre fois qu'en fait, c'était pour refaire sortir les matières carbonées du sol et les nutriments que les plantes aillent les chercher plus facilement. Mais les plantes, elles ont toujours fait sans nous. Bah, les plantes, elles ont fait sans nous, mais nos plantes cultivées, elles n'ont pas fait sans nous. Elles ont coévolué avec nous et puis elles ont coévolué avec le labour. On laboure depuis longtemps. Ensuite, le labour, ça permet de désherber, pas mal. Ça permet de rendre fertile le terrain tout de suite, instantanément. Donc c'est des pratiques, et c'est très pratique en fait, c'est très efficace. C'est destructeur pour le sol, mais c'est très très efficace. Donc, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Si on essaye de planter nos espèces actuelles qu'on a sélectionnées pour leur rendement, etc., bah, ça se fait plus sans labour. Donc aujourd'hui, on sera obligé de revenir à des espèces de blé, d'orge, de céréales, peut-être plus précoces dans le sens moins, moins croisées, moins évoluées, entre guillemets. Ou plus. Plus évoluées. En fait, il faut voir que les espèces, elles sont paradoxalement moins évoluées aujourd'hui qu'avant. En fait, on les fait évoluer là où on veut. Nous, dans les années 60, on a essayé de les faire évoluer vers beaucoup de rendement dans des conditions parfaites. Aujourd'hui, nos plantes, c'est un peu des Ferrari. Une Ferrari, c'est une Formule 1, on va dire, c'est une des voitures les plus rapides du monde, c'est les voitures les plus rapides du monde. Il faut que ce soit plat, droit, pas un caillou, etc. Nos plantes et beaucoup d'espèces animales qu'on domestique, c'est ça. Il faut que ce soit toujours nickel. La moindre variation, elle galère. Et elle perd du rendement. Par contre, quand c'est nickel, elle explose tout. Et peut-être qu'il faut revenir à des plantes qui sont plus adaptées au nouveau système, déjà. Donc ça, travail, hein, génétique, etc., ça prend du temps. Et puis, les espèces anciennes aussi étaient plus résistantes, parce que ce qui visait avant, c'était plus que le rendement, c'était l'assurance d'avoir une récolte. Ouais. Voilà. Je préférais perdre un petit peu de rendement, mais être sûr d'avoir une récolte. Avoir des plantes Parce que c'est indispensable. Bah, ce serait intéressant peut-être d'inviter un jour quelqu'un de l'INRAP. C'est l'INRAP l'INRA, ouais. L'INRA qui charge de ça. Donc, ouais, bah tiens, tu m'envoies une idée pour un futur discutant écologie, ça pourrait être intéressant. Ouais.
Alors, j'ai encore une nouvelle question, toujours Garogori, qui nous dit: «Mais l'investissement dans la sylviculture est à la mode depuis quelques années. Ça permet d'aider à investir dans nos forêts et d'augmenter l'absorption en CO2. Je ne sais pas si vous connaissez, exemple Écoterie». Écoterie, bah si on connaît bien, on est partenaire avec Écoterie et justement ce qui nous a plu chez Écoterie, c'est que bah, la reforestation, la recarbonisation des sols, déjà ils le font de manière éthique, parce que bon, Écoterie fait de la sylviculture, ils font pas de la simple reforestation. Oui. Mais il y a sylviculture et sylviculture. C'est sûr que si tu mets que du Norman sur 12 hectares, une seule et même essence, le Norman c'est un sapin, hein, tu mets que du sapin Norman sur 12 hectares, bah déjà tu vas être beaucoup plus sujet bah, aux différents Maladies, nuisibles, ouais, voilà, aux maladies, aux nuisibles, aux insectes, etc., aux champignons qui pourraient venir attaquer ces forêts. Et donc, si un morceau de la forêt est touché, bah, tu as 12 hectares pour se propager assez facilement. Et bah, en plus de ça, d'un point de vue biodiversité, c'est pas top. C'est... On reste dans de l'agriculture, entre guillemets, et on ne laisse pas la place aussi bien à la faune qu'à la flore de se développer. Et pour revenir à Écoterie et finir là-dessus, bah, justement, c'est ce qui nous a plu chez eux, c'est que dans les parcelles encore une fois, c'est de la sylviculture, hein, donc le bois a vocation à être exploité à terme. Mais dans ce cadre-là, alors déjà, ils font que de la pluriessence, c'est pas du monocépage, enfin de la monoessence. En plus de ça, ils préservent des zones au sein même de leur parcelle pour la biodiversité, pour pouvoir accueillir les animaux, laisser les petites souris pouvoir faire leur nid, nicher, enfin pas nicher, mais si on dit nicher, nidifier, excuse-moi, dans ces parcelles. Donc voilà, oui, Écoterie, on connaît bien et c'est des bons copains. Et pour revenir, pourquoi c'est pas la solution à tout, c'est que, imaginons, on décide là de faire de la sylviculture partout. Ben, il n'y a plus d'agriculture. On a besoin des terres agricoles. Aujourd'hui, il ne faut pas forcément opposer une solution à une autre. Euh, Stocker du carbone dans le sol grâce aux forêts, super. Mais déjà en France, on le fait déjà. On a peu de nouvelles zones à mettre en place en sylviculture. Et puis en France, le principal levier, c'est l'agriculture. Parce que si on met que des arbres dans les zones agricoles, bah, il n'y a plus de rendement agricole et puis qu'est-ce qu'on mange? Voilà, on ne peut plus manger. Donc c'est important, c'est très important de le faire. Le bois, c'est une solution de demain, notamment le bois de construction, parce que du coup, le carbone qui est stocké dans l'arbre, il va être stocké dans un bâtiment ensuite. Donc là, on stocke énormément de carbone. Voilà. Donc il ne brûle pas, il est fixé. Exactement. Donc ça, c'est sûr que c'est super, mais c'est pas la seule solution et c'est pas le levier, à mon sens, le plus rapide et le plus simple aujourd'hui. Parce qu'on a des milliers, des millions d'hectares de terres agricoles qui n'attendent que ça, entre guillemets. Et ça présente que des avantages au niveau agronomique. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Mais je le rappelle, ma solution au niveau agricole, c'est que 13% des émissions en France. Oui. 4% par an en plus de stockage de carbone dans les sols agricoles français, c'est que 13% de nos émissions annuelles absorbées. Donc c'est sûr que c'est pas la seule solution. Mais je sais que monde de la sylviculture en France, il est déjà pas si mal, il a des défauts, mais il y a des forêts quand même. L'ONF fait bien son boulot? Je ne saurais pas juger s'ils font bien ou mal leur boulot, en tout cas il est très compliqué parce qu'avec le réchauffement climatique, ils doivent prévoir des essences qui résistent au climat d'aujourd'hui, mais sauf qu'un arbre, on le récolte vers 80, 120, 200 ans, donc il faut des espèces qui résistent au climat d'aujourd'hui et qui résisteront au climat de demain. Donc ils s'arrachent un peu les cheveux aujourd'hui, ils font quand même beaucoup d'essais. Euh, et puis ils ont beaucoup de critiques sur le fait que ça se privatise de plus en plus, forêt, et que la gestion est plus exceptionnelle. Mais la sylviculture, on a un exemple qui est assez. Comment ça s'appelle, mince, dans la région de Bordeaux. Vous avez tous déjà vu, enfin, pour ceux qui y vivent ou qui y sont allés, vous avez que des forêts de pins. Avant, toute cette zone, c'était un marécage. Ouais. Voilà. Le marécage, ça absorbe du carbone de manière phénoménale. Ah oui, bah oui, bah, toute la vase, en fait, c'est que de la matière carbonée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a asséché l'ensemble de ces terres et on a mis des arbres en monoculture. Donc, ça, par exemple, c'est un très bon exemple de mauvaise sylviculture. Et revenir en arrière, c'est compliqué. Alors, le carbone est également stocké dans les souches des arbres, il ne faut pas l'oublier, ça aussi.
Ah ouais, dans les souches, dans le Ouais. tronc, dans les feuilles, partout. Mais ce que nous dit Geoffrey là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que outre, ce stockage de carbone qui est plus ou moins visible, il y a toute une partie de carbone qu'on pourrait stocker de manière invisible, en tout cas pas invisible, mais sans empiéter sur les surfaces agricoles qui sont utiles. Je parle sous ton contrôle, hein, tu m'arrêtes si je raconte des bêtises, mais qui sont utiles, pour nous nourrir, pour nourrir les bêtes et pour faire toute l'agriculture qu'on a actuellement, et qu'on pourrait, en gardant la même surface agricole, stocker plus de carbone dans le sol en ayant des meilleurs rendements, en tout cas En tout cas, des bons rendements. des bons rendements, et en soutenant la biodiversité d'insectes, de lombriques, etc. qu'on a sous les pieds. Et je rappelle, bon, on avait pas mal parlé de ça la dernière fois, mais la majorité du carbone stocké, elle est dans les sols et pas dans la partie aérienne. Euh, alors bien sûr, une souche, ça stocke du carbone, notamment les racines et même un tronc, etc. Ça stocke du carbone, mais la majorité du carbone, elle est dans les sols. Et quand je dis dans les sols, il y a inclus les racines, mais c'est surtout les bactéries, les insectes, les micro-organismes du sol, les champignons, la matière organique qui est morte aussi. Ça, c'est la majorité du carbone. Dans une forêt, on pense que la forêt elle stocke du carbone parce qu'il y a des arbres, on voit les parties aériennes. La partie aérienne, c'est rien par rapport à ce qu'il y a dans le sol. Rien qu'un arbre. Vous voyez une partie aérienne, vous avez au moins 2 fois plus de racines que ce que vous avez de troncs et de branches. Mais ça, c'est rien à côté de tout ce qui est stocké dans le sol. Donc il faut vraiment avoir ça en tête que nous, les humains, on a tendance à réfléchir avec nos yeux. C'est l'effet gros mammifère que tu disais tout à l'heure. Voilà. On connaît les éléphants, mais on ne se rend pas compte qu'il y a 10 fois plus de biodiversité, de biomasse chez les insectes que chez. Au mètre carré, vous avez plusieurs kilos de bactéries qui vivent au mètre carré, des bactéries invisibles. Donc si on les prenait toutes une à une, c'est plusieurs kilos. Dans le sol, la moitié du sol, dans les 30 centimètres, c'est des trous. En fait, on a l'impression que la Terre est toute collée, etc. Mais la moitié, c'est des trous, c'est de l'air qui circule et des micro-organismes qui, en circulant, font des trous, etc. Donc il faut vraiment sortir de cette idée que tout ce qui est visible, c'est la solution. La majorité des choses sont vraiment dans le sol. Il y avait une autre question peut-être. Non, il complète, c'est William qui nous dit dans les océans, il y en a aussi. Effectivement, je ne sais pas si c'était là il y a 15 jours, William, mais on a abordé rapidement le sujet. Donc, je crois que je ferai garder la partie des océans et la partie plus aqueuse pour une autre fois. D'ailleurs, on est en train de voir avec j'en dis pas plus, mais on aura peut-être des intervenants qui sont eux des spécialistes de l'océan et qui pourront venir intervenir là-dessus. Mais effectivement, il y a énormément de stockage de carbone dans les océans, notamment avec les différentes algues. Aujourd'hui, la problématique, et c'était ce que tu nous disais, si on ressemence les océans, on ne sait pas non plus quels effets ça aura demain. Les océans, je crois que c'est la moitié du CO2 dégagé par l'homme qui est stocké par les océans. Ouais. Simplement, le problème de l'océan, c'est que c'est un levier qui est déjà existant, qu'il ne faut pas détruire, mais qu'on ne peut pas forcément développer en fait. Ou si on peut le développer, on pourrait mettre des engrais dans l'océan pour que les algues, le phytoplancton se développent plus vite, mais sauf que ça acidifie énormément les océans. Ouais, et puis ça bouffe l'oxygène. Parce que, ça bouffe l'oxygène, mais ça en refait. Le phytoplancton, ça fait de l'oxygène. C'est la D'accord. majorité de l'oxygène. Donc ça, c'est pas forcément grave, mais c'est surtout qu'en captant le carbone, il a tendance à. Le phytoplancton, en mourant, il tombe. Et en fait, il va acidifier l'océan. On a une acidification des océans qui est très forte à cause du dégagement de CO2. Et là, il peut y avoir des points de rupture quand même dans l'océan parce que les micro-organismes ont besoin que ce soit pas si acide en fait. Et jusqu'à quel moment il va y avoir un point de rupture parce que c'est trop acide. Et là après c'est un point de rupture en chaîne. Parce que si vous perdez les micro-organismes, on perd le poisson, on détruit toute la chaîne vous alimentaire. pouvez quasiment tout détruire. Je crois que même le phytoplancton, donc que ce soit pas trop acide. Donc l'océan, la solution elle est déjà là. Et aujourd'hui on est quand même là pour parler des solutions. On n'est pas forcément là pour parler de ce qui existe déjà. Ça c'est là. Sans rien faire, c'est déjà là, quoi. C'est un peu comme la forêt amazonienne. Il ne faut pas la détruire, mais sans rien faire, elle est là, elle capte franchement, mais elle capte un petit peu de CO2. Il ne s'agit pas de la modifier pour améliorer le truc, c'est déjà très efficace. Les océans, il ne s'agit pas de les modifier pour les améliorer, c'est déjà très efficace. On va arrêter de pourrir ce que la nature fait très bien, mais par contre, Voilà. On va essayer d'améliorer nos pratiques à nous, les Et pratiques nous, humaines. on se focalise sur qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle de simple. Si jamais il fallait avoir une action sur l'océan, là, c'est plus à notre niveau. C'est au niveau étatique, c'est au niveau, c'est vraiment les scientifiques, etc.
Par contre, nous, à notre échelle, on peut déjà en faire. C'est pas 85% dans les océans de gaz stocké, je peux me tromper. Bah écoute, on ira vérifier tout ça, William, et puis je pense que ce sera reste à l'affût aussi des prochains discutons écologie, parce que il est au programme d'inviter justement des spécialistes des océans. On va inviter justement normalement par écoterie des forestiers qui pourront nous parler plus en particulier de la partie sylviculture et forêt. Et voilà, les océans, je maîtrise peut-être un peu moins ce que tu me disais. Non, bah disons que moi, où je vais bien maîtriser, c'est l'agriculture, où je pourrais vous expliquer les concepts. L'océan, je peux vous expliquer les concepts comme je l'ai fait rapidement. Après, moi, je suis pas ingénieur ni scientifique, donc j'aurai pas les chiffres précis, ça va être compliqué. 85%, ça me paraît beaucoup, mais c'est assez simple à vérifier. On peut aller sur Google, et puis si quelqu'un du chat peut aller voir et nous dire en quelques clics, ça serait bien, ça serait intéressant. Euh, mais quelle que soit la quantité que les océans absorbent, disons que c'est relativement fixe et qu'on n'a pas forcément besoin d'agir. C'est surtout ça l'idée. Ils le font sans qu'on fasse rien. Voilà. Il y avait une autre question. Alors, on a. Excuse-moi ton pseudo. Skurde HSUC-RD qui nous demande quelles sont les plantes ou mécanismes naturels qui mangent le plus de CO2. La photosynthèse. Bah alors, toutes les plantes font quasiment toutes font de la photosynthèse. Alors oui, il y a le paulownia. Après, j'aime pas trop ce concept de la meilleure plante qui capte le plus de CO2, etc. Parce qu'on va revenir dans des travers. Bon, bah, c'est cette plante-là qui capte le plus de CO2. Voilà, bon, bah, allez, j'achète. En France, on dit que 10% des surfaces agricoles, on met que cette plante-là, et puis comme ça, on réduit le souci du CO2. Bah, typiquement le bambou. Le bambou qui pousse extrêmement vite, mais par contre qui te pourrit les sols. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez des bambous chez vous, mais à côté, tout autour. Alors de 1, c'est traçant, et puis la terre, elle meurt. Il n'y a plus de vie autour des bambous. Bah, c'est vraiment ces fausses bonnes idées, en fait, où, en plus, qui capte le plus vite, ça veut rien dire. Un chêne, il va mettre longtemps à capter beaucoup de CO2 parce qu'il vit très vieux. Un arbre qui pousse vite, il vit pas toujours très vieux, donc quand il va mourir, il va en relâcher. Enfin, ça, je pense que c'est pas des concepts très importants. Pour moi, ça a la marche. Et puis, c'est retomber dans des travers très humains de dire ça, c'est la bonne solution, on va faire comme ça. Non, non, non. Il faut pas chercher à mettre les plantes qui captent le plus, il faut chercher à mettre des plantes. Voilà, point. Le reste, ça a la marche. Ok. Le paulownia. Ouais, c'est le Toutes sont efficaces, effectivement. Ah, c'est Dr. Kush qui posait la question. Ok. Non, bah écoute, je crois qu'il n'y a plus de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir prendre la parole sur le chat et venir discuter avec Geoffrey, bah, je pense qu'il se fera une joie de répondre à vos questions en direct aussi, et puis ce sera encore un peu plus interactif. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Donc voilà pour résumer, hein, peut-être qu'on pourra faire une ou deux questions si jamais il y en a. J'ai pas fait attention à l'heure. Bah, il est 22h, ça fait une petite heure qu'on est intervenu, mais comme tu nous avais dit, tu nous avais fait une présentation. Là, on arrive au bout de la présentation que tu m'as demandé de préparer, c'est relativement restreint. Mais voilà, maintenant à vous d'animer aussi un petit peu la chose. Est-ce que vous avez des questions, l'équipe, la communauté? D'ailleurs, on est combien là? On est 9 sur. Dites-nous si vous voulez prendre la parole. Ouais, dites-nous si vous voulez prendre la parole, ça pourrait être super sympa. Et puis comme ça, on serait dans un truc un petit peu moins formel. Hein. On est bien sur notre canapé, mais venez nous rejoindre. Un petit peu de discussion. Bah ouais. D'ailleurs, j'en profite pour préciser ce qu'on en parlait, Stap Novalix. Toutes ces choses de stockage de carbone dans les sols au niveau agricole, nous, donc il y a des expérimentations qui existent. Nous, on va en faire un petit peu les deux. Hein, oui. Parce que TerraBio va me faire des analyses de sol sur mon terrain. Voilà, donc pour pouvoir quantifier en fait l'impact réel qu'aura le réensemencement de son sol en carbone, ce qu'on s'est proposé en fait, c'est de faire une étude de sol avant qu'ils mettent cette matière carbonée dans le sol, et puis on en fera une l'année prochaine, puis une dans 2 ans, puis une dans 3 ans. Comme ça, on pourra aussi quantifier réellement sur un terrain témoin l'impact qu'aura cette initiative.
En sachant que nous on le fait, d'autres l'ont déjà fait. Oui, non, mais c'est sûr. Je pense que tu peux trouver des éléments, mais au moins là, on aura le papier du laboratoire, Voilà. le Stampfel, et puis. Et ça, plus on expérience comme ça, plus on les valide. En fait, même si elles commencent à être bien validées, ça permet vraiment de quantifier les choses, de mettre. Et puis l'avantage de mon exploitation pour la communauté qui suit, c'est qu'on peut prendre des petites photos, donc on peut tout de suite être dans le concret et voir comment ça se passe quoi, sur le terrain. D'ailleurs, est-ce que ça vous tente d'aller prendre, qu'on aille prendre quelques photos de Geoffrey, de son terrain, pour que, ce qu'il vous en parle là, ça fait 2 semaines, enfin ça fait 2 fois où on se retrouve et qu'il nous parle de ses exploits, mais on peut tout à fait les prendre en photo. On peut tout à fait aller faire un petit shooting, donc on va te mettre une botte de paille, un bikini, et puis on va te faire un shooting dans tes champs, tu vas voir. On fera certainement pas mieux que la photo de cette présentation avec moi qui tiens la. Tu l'auras, tu auras tes photos. Je t'en trouve des mieux pour la semaine prochaine avec tes bottes de carottes. Ok. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, hein sur Twitch, est-ce qu'on a un petit peu de monde? Est-ce qu'on a des questions ou pas? Ouais, et même pas hésiter aussi à mettre quel sujet vous voulez qu'on aborde, en sachant qu'on va de plus en plus le faire sous forme de présentation. L'idée, c'est un peu de donner de mon côté les grandes lignes pour qu'après on en discute, on en débatte. Parce que c'est ça qui est important en fait dans ces sujets-là, c'est d'en débattre et puis pour être dedans, quoi. Super. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Geoffrey s'il était d'accord, parce que là, il est prévu qu'il intervienne 3 ou 4 fois pour faire le tour du carbone, le cycle du carbone, etc., et les différents moyens de le fixer. Mais je lui ai proposé de venir co-animer avec moi des émissions où on aura à terme d'autres intervenants, et je pense que c'est un truc qu'on va continuer à faire ensemble. Donc tu passeras de l'autre côté de la barrière, on sera toujours ici, et puis on recevra des intervenants. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, enfin pas dernière chose, mais encore une petite chose que je voulais dire à la communauté. Si vous, dans vos proches, dans vos connaissances, vous avez des gens qui sont ingénieurs forestiers, océanologues, qui en tout cas qui ont une expertise sur le sujet et qui sont intéressés et intéressants, euh, n'hésitez pas aussi à nous soumettre ces personnes-là. Je pense que ça pourra faire des thèmes sympas. On veut vraiment pérenniser ce rendez-vous, même si c'est un petit peu informel et que voilà, on n'a pas forcément toutes les sources comme certains travaux très bien faits qu'on peut retrouver sur Internet. Donc là, on est plus de manière informelle, on est plus interactif, on va essayer de discuter avec vous, de répondre à vos questions, mais n'hésitez pas pour ouvrir les thèmes abordés à nous poser, vous connaissez. Voilà, parce que comme je disais les premiers coups, nous c'est presque un peu du travail journalistique qui se base sur des petites connaissances qu'on a, mais c'est un petit travail de recherche et ce qui est intéressant c'est d'avoir des experts qui arrivent au fur et à mesure et là ils pourront répondre aux questions pointues sur les pourcentages, etc. Ouais. Et là ça devient intéressant et qu'on puisse débattre avec ces gens-là, qu'on puisse déjà débattre entre nous, puis aussi faire à mesure avec ces gens-là. Tout à fait. Et puis même dans l'industrie, hein, j'avais vu, on avait Koutaku, Michael, qui est de l'équipe, qui nous avait trouvé des articles sur. Alors là, c'était l'évaporation à froid, c'était de l'évaporation faite sous pression particulière, mais qui pouvait avoir un impact aussi parce que on arrive à faire de l'évaporation en économisant de l'énergie. On n'est pas obligé de monter en température comme on le fait à 1024 hectopascal, qui est la pression actuelle. Donc voilà, même dans l'industrie, enfin voilà, plein de choses sont possibles. Donc n'hésitez pas. Et puis je vois qu'il n'y a plus trop de questions, donc même si c'était très court. Ouais, c'est parti, moi j'ai les chiens qui m'attendent demain. On s'arrête là. On s'arrête là. Eh ben, écoutez, merci à tous pour votre présence. Ça a cafouillé un petit peu au début, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Ah, je vois que c'est en train d'écrire. Est-ce qu'on a des questions de retardataires? On va se laisser 2 petites secondes. Puis je vais te chercher un truc à boire. Tu veux boire quoi, Geoffrey? Petite bière. Une petite bière? Allez. Geoffrey mérite sa bière. Exactement. Tu vois, je t'ai devancé, Benoît. Je t'ai devancé. Le chanvre a été testé sur des terres à Hiroshima pour réassainir l'air et le sol.
Ouais, et puis surtout le chanvre, en tout cas au niveau agronomique, c'est absolument génial. Le chanvre, c'est une plante qui carbone et qui stocke énormément de carbone, qui pousse vite, qui pousse sans engrais. Et ça, c'est vrai que c'est une super plante. On parlait tout à l'heure des bonnes plantes. Le chanvre fait partie des super plantes et on fait partie des meilleurs producteurs. Le chanvre a été testé. Voilà, et puis ça peut apporter d'autres Ouais, mais bienfaits personnels. le fumé, Dr. Kush, je suis désolé, mais je crois que c'est pas très carbon friendly. Tu le relâches un petit peu dans l'atmosphère. Donc, tu le fais pousser, tu le coupes, et puis tu l'enterres sous la terre. Et là, tu seras franchement top au niveau du carbone. Ok? Ça permet de débattre aussi en mettant fonce D, quoi. Aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bah écoutez, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous, on s'est sorti une petite bière blanche à la fleur de sureau, fort goulayante. Voilà, parce que parler c'est bien, mais étancher sa soif c'est mieux. Santé Geoffrey. Santé. À la tienne. Et puis très bonne soirée à tous. N'hésitez pas, on peut continuer le débat même de manière informelle sur le chat. Donc si vous avez encore des questions. Et puis sinon, bah, gardez-les. On se retrouve dans 15 jours. Le thème ce sera quoi? Et ben j'ai pas encore réfléchi. Super. Parce que là j'ai vraiment été, disons qu'au maraîchage c'est la période où on a le plus de taf là, le printemps. Donc j'ai été un peu charrette, donc j'ai déjà fait ce thème-là, pris des petites recherches. Okay. Et donc n'hésitez pas à mettre des idées. Moi j'en ai quand même quelques-unes, mais s'il y a quelque chose qui ressort un peu plus, je peux tout à fait y travailler. Voilà, et je pensais éventuellement aussi contacter, on parle de la RSE hein, chez TerraBioDAO, donc contacter une consultante en RSE qui vient nous présenter un petit peu sa méthode de fonctionner. Donc ce sera plus dans le thème du carbone, on pourra peut-être faire une aparté si toi tu as beaucoup de boulot dans les champs, que tu me disais. Et voilà, de toute manière, on se retrouve dans 15 jours, avec Geoffrey, sans Geoffrey, bah, moi j'aime bien quand t'es là, mais on verra, on verra. En attendant, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. À toutes. Ciao, ciao.